All right, good morning, everybody. Bonjour à tous. On va donc commencer cette séance sur la blockchain et l'environnement. Je vais donc modérer cette séance de ce matin. Je fais partie de la direction des affaires financières ici à l'OCDE. J'ai beaucoup travaillé à la question de l'infrastructure et de la finance dans les infrastructures. Donc on parle aussi beaucoup de questions environnementales, sociales. Ce qui se fait en matière d'infrastructure a un impact sur l'environnement. Ce matin, on va parler de plusieurs thématiques et je voulais simplement présenter le contexte pour asseoir notre débat à venir. Alors, les défis environnementaux sont transfrontalières par nature. Il faut, pour gérer l'environnement, de la confiance et un leadership. Il faut assurer que les générations futures puissent bénéficier autant que celles d'aujourd'hui des ressources de la planète. Dans ce contexte-là, on a de nombreux défis à relever, notamment en matière de la protection de la biodiversité, du changement climatique. Il faut donc changer d'approche pour assurer une viabilité environnementale. Dans ce contexte-là, l'innovation pour lutter contre le changement climatique sera une composante clé pour atténuer les impacts du changement climatique et pour assurer une transition à l'économie faible carbone. Dans ce contexte-là, les structures de gouvernance et des changements comme la blockchain pourraient modifier radicalement notre leadership de l'environnement. Dans le contexte notamment des politiques climat, de choix des consommateurs et des flux financiers. Dans ce contexte-là, c'est aussi quelque chose qui nous permet de tirer parti des données qui pourraient permettre d'orienter le financement climatique. Il y a une étude qui a démontré que 36% des investisseurs considèrent que la croissance environnementale est essentielle. Il y a une demande de plus en plus importante pour les données fiables sur l'environnement pour guider les choix des investisseurs. Dans ce contexte, on travaille à l'OCDE avec le Centre pour la politique et la blockchain pour assurer le relais d'idées auprès des décideurs, auprès du secteur public, des chercheurs et du secteur privé. On a une nouvelle initiative à l'OCDE qui s'appelle Politique stratégique pour une infrastructure durable. Dans ce contexte-là, on essaie d'avoir une approche transversale et de servir comme plateforme pour les gouvernements, les chercheurs et tous ceux qui travaillent aux questions de durabilité. La confiance est un des paramètres de notre conversation aujourd'hui, que ce soit confiance en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de redevabilité, en termes de transparence ou la façon de tirer parti des données. Aujourd'hui, on va parler des questions de marché d'émissions, de questions d'électricité renouvelable, de la biodiversité, de la gestion de l'environnement. Et puis, on va parler aussi de nouveaux modèles d'affaires dans ce contexte. On doit apprendre ou trouver de nouveaux moyens pour assurer des approches environnementales. Alors, le titre de cette séance, bénédiction ou malédiction, pointe la question de la viabilité de la blockchain en tant que technologie. Donc j'aimerais commencer par cette question-là et je vais présenter les panélistes au fur et à mesure des différentes thématiques dont on parlera. Puis après, j'ouvrirai la parole à la salle. Si vous avez des questions particulières, si vous souhaitez apporter une réaction à ce que vous avez entendu, et par la suite, on aura une conversation ouverte pour essayer de réfléchir ensemble au type d'action politique, de décision politique ou d'intervention qui pourrait créer un environnement où la blockchain peut jouer un rôle dans la durabilité. Je vais tout d'abord donner la parole à Abeline Melanda, qui va nous parler du système d'indicateurs de Cambridge pour l'électricité qui donne une estimation en temps réel des utilisations d'énergie par le réseau Bitcoin. On va essayer de rentrer dans ce contexte-là dans l'empreinte environnementale de la blockchain.
Alors, il y a parfois dans les discours médiatiques un manque de rigueur qui ne permet pas de vraiment appréhender tous les tenants et aboutissants de cette question. Merci. Oui, je suis effectivement en charge du programme blockchain et crypto-devises au centre de Cambridge pour la finance alternative. Pour ceux qui ne connaissent pas notre centre, je peux vous en parler, je vais vous montrer quelques diapositives. Le centre a été créé en 2015 pour essayer d'analyser tout type de canalisation de paiement. On a donc des équipes qui travaillent sur les crypto-devises, entre autres. On travaille avec les régulateurs. On a aussi un programme pour renforcer les capacités des régulateurs en matière de fintech. Donc avec mon équipe, on a des réseaux annuels, des études annuelles qu'on envoie aux différentes entreprises qui opèrent dans ce domaine. C'est des données qui ne sont pas publiquement disponibles et puis on compare tout ça avec ce qui est disponible sur le plan public. Donc on a un exercice de benchmarking sur les crypto-devises et le système Bitcoin et un autre sur la technologie blockchain à proprement parler. On a aussi le premier lancement d'une édition autour du paysage réglementaire qui existe en la matière. On va en parler peut-être tout à l'heure. En termes de crypto-devises, crypto-actifs, c'est quelque chose qui évolue très rapidement, donc on a du mal à vraiment pointer les évolutions. Donc on a opté pour une stratégie en temps réel. Alors le premier outil, c'est cet indicateur avec des estimations à temps réel de la consommation électrique des réseaux Bitcoin. Vous avez peut-être vu ce type de titres dans les journaux avec la consommation d'énergie pour miner des bitcoins, avec l'impact changement climatique, le réchauffement climatique. Ça, c'est un côté du débat. Et puis, ceux qui y participent vont plutôt avoir tendance à affirmer que les bitcoins peuvent servir à effectuer une transition, une véritable révolution dans nos façons de fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose où nous, on voulait creuser plus avant les données réelles et d'avoir une idée en termes de consommation réelle et de consommation énergétique par la manufacture de bitcoin. Et dans ce contexte, on a essayé d'analyser toutes les efficacités des équipements qui existent et on a corrélé cela. Bon, je vais vous passer la démo, mais ça c'est le type ce que vous voyez à l'écran, c'est le type d'estimation qu'on peut avoir. Je pense que en réalité c'est un peu plus élevé. Ça dépend effectivement du coût de l'électricité. On l'a fixé à 5 cents américains. Bon, on comprend bien qu'il y a des variabilités entre différentes régions du monde, mais ça nous donne un barème de référence. Et dans ce contexte-là, on a la borne supérieure qui est le seuil maximal de la consommation d'électricité dans le cadre des productions de Bitcoin. Et puis, on a les bornes inférieures et puis notre estimation à nous sur les vrais montants consommés. Après, on a une page d'interprétation aussi qui permet aux gens de situer tous ces chiffres dans un contexte parce que les façons dont on présente les informations ne sont pas forcément très parlantes. Bitcoin, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, donc on ne peut pas nécessairement avoir un barème de comparaison avec des consommations électriques par pays tout court. Donc ça, c'est vraiment une première étape pour rentrer dans la question de la durabilité, de la viabilité environnementale de la consommation Bitcoin. Dans ce contexte-là, l'index ne vous dit pas la part ou la contribution de la production Bitcoin au réchauffement climatique. Donc il faut analyser plus avant ce qui se passe dans les bouquets énergétiques des différents pays pour pouvoir estimer l'empreinte carbone liée au Bitcoin. Là, il y a deux approches. On a commencé à collecter des informations pour
ce qui se passe au plan mondial. Donc ça, c'est la carte qu'on a en 2018. Après, il y a différentes activités qui ne se font pas dans le domaine public. Et on a aussi, dans ce contexte, travaillé avec différentes parties pour essayer de pointer les vrais volumes en cours. Et dans ce contexte, avec les bouquets énergétiques en cours, on peut essayer de raffiner cette estimation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire comme introduction. Merci Apolline. Est-ce que dans votre travail, par rapport à cette question de la consommation énergétique, il y a différents protocoles qui sont développés en matière de blockchain, il y a différents registres. Est-ce que vous voyez d'autres technologies outre la preuve de travail? Alors généralement, on a des arguments qui visent la défense de la preuve de participation. La notion de proof of work, c'est quelque chose qui contribue à la sécurité de l'ensemble du réseau. Donc lorsqu'on passe à d'autres systèmes fondés sur des consensus comme celui-là, il faut réfléchir aux impacts que ça aura. Et puis après, la preuve de participation, tout ce qui est proof of stake, donc preuve de participation, c'est pas vraiment des mécanismes à proprement parler de preuve de participation. C'est souvent lié à des solutions centralisées. Donc pour nous, c'est des checkpoints. Et en théorie, bon, la preuve de participation, c'est censé être plus écologique en quelque sorte. Mais il faut voir comment tout cela se traduit dans la pratique. Merci beaucoup. Bon, alors on a beaucoup de projections pays. Il y a des comparaisons entre types de consommation électrique des pays. La consommation augmente et on a aussi des estimations qui ne sont pas forcément réalistes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'avenir dans ce contexte-là, du Bitcoin et de l'environnement, et notamment avec Bitcoin, mais avec d'autres crypto-devises par exemple aussi? Oui, je pense que la question de la viabilité environnementale pourra se déterminer lorsqu'on aura une meilleure idée de la distribution des installations de hashing. Et dans ce contexte-là, on a beaucoup d'installations qui sont en Amérique du Nord et donc qui se fondent à 100% sur des énergies renouvelables. On sait aussi qu'il y a des centres en Chine qui vont travailler plutôt avec une consommation liée au charbon ou liée à d'autres sources d'énergie. Donc, il faut qu'on raffine encore une fois nos données. Oui, donc c'est une question de robustesse des données finalement. Oui, absolument. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Alistair Mark, qui est directeur général de l'Institut Blockchain et Climat. Lui aussi va nous parler des différents éléments liés à l'empreinte environnementale des bitcoins notamment. Et puis, il va nous parler de différentes études de cas pour le financement blockchain et pour les échanges et la production d'électricité. Merci, bonjour. Bienvenue à cette séance pour pouvoir répondre à cette question où vous parlez de l'empreinte environnementale de la blockchain. Je vais vous dire, enfin, je vais d'abord situer le fait que ça coûte plus cher pour miner une Bitcoin que d'en acheter une déjà toute prête du fait de la consommation d'énergie. Ce qui est intéressant dans la production des bitcoins, c'est la façon dont les ordinateurs et les utilisateurs se déterminent que ce qui est effectivement affirmé dans ce contexte est vrai. Il y a la preuve de travail qui est un processus qui consomme énormément d'énergie, mais ce n'est pas le seul moyen d'arriver à s'accorder sur les différents actifs au sein des blockchains. Il y a différentes technologies alternatives. Ethereum, MIT, IBM, Intel sont en train de travailler aussi à l'élaboration de solutions blockchain vertes. Et
Des alternatives pourraient exister à cette preuve de participation ou la preuve de travail. Et dans ce qui est la preuve de travail, on travaille sur la mesure des ressources euh, d'ordinateur. Sinon, on passe sur un système POS, Proof of Stake. Donc, plus on détient des crypto-devises, plus on a des chances de pouvoir les miner. Et dans ce contexte-là, c'est un système qui doit être encore beaucoup plus raffiné. Moi, je voulais parler de cette question de l'efficacité énergétique et par rapport à l'investissement dans les énergies renouvelables dans l'ère des blockchains. Et dans ce contexte, je réfléchis à un concept. On pourrait avoir un système d'émission de certificats d'énergie renouvelable en lien avec la production des bitcoins. Si on pouvait sélectionner les ordinateurs en question sur la base de leur utilisation des énergies renouvelables, je pense que ça pourrait vraiment dynamiser les systèmes de crypto-devises et ça pourrait raffiner aussi le système pour éviter le piège énergétique que cela peut constituer par ailleurs. Et dans le cadre du déploiement des technologies blockchain. On travaille à l'intégration de la blockchain dans différents domaines liés à l'énergie, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable. Alors on pourrait mettre à profit la blockchain dans différents systèmes à l'avenir. Tout d'abord par rapport à la décarbonisation de la production d'électricité. La blockchain pourrait permettre de meilleurs mécanismes pour ces certificats REC pour assurer aussi une transparence et une confiance dans le système. Après, il y a la question de la technologie intégrée. La blockchain peut fournir une architecture système nécessaire qui permettrait d'intégrer différentes technologies numériques intelligentes avec, par exemple, toute une série de choses comme des voitures électriques ou des panneaux solaires. On a différents systèmes de marché d'énergie locale. Dans ce contexte-là, on peut essayer d'asseoir un système sur la base d'une production et consommation locale d'énergie avec les micro-réseaux qui existent. Donc il faut travailler à la question du financement énergétique. Il faudrait pouvoir, si on pouvait tokeniser ces investissements dans les énergies renouvelables via une plateforme blockchain, cela nous permettrait potentiellement d'avoir un effet multiplicateur en termes des capitaux qu'on pourrait mobiliser à des fins de financement de projets renouvelables au plan mondial. Alors, comment tokeniser l'énergie? On a parlé des crypto-devises, Apolline nous en parlait avec les technologies Bitcoin. Là, je parle des crypto-devises au sens large, pas nécessairement les Bitcoins, mais ces tokens sont échangeables sur un plan numérique. Ils sont associés à une valeur et dans ce contexte, c'est logique de les utiliser également dans les marchés énergétiques. Il y a différentes utilisations de ces types de tokens pour essayer d'en pointer la valeur, notamment la valeur monétaire. Mais les tokens pourraient aussi être associés à un système de valorisation sociale. Par exemple, un token pourrait être équivalent à 1 kilowatt d'énergie selon les schémas qu'on veut mettre en place. Donc voilà le type de problématique à laquelle moi je réfléchis et que je voulais partager avec vous ce matin. Merci. Est-ce que vous avez conscience de différentes startups ou d'entreprises ou consortia qui opèrent déjà dans ce domaine de les émissions ou dans le domaine pardon, du marché énergétique? Oui, à BCI, on a un groupe de travail qui travaille sur les questions d'énergie renouvelable et certains de nos membres travaillent à, une recherche autour de ce qui s'appelle Energy Coin, donc
crypto-devises liées à l'énergie. Et dans ce contexte-là, ce serait sur une base DSO en termes de technologie. Et d'autres entreprises pourraient participer à cet exercice de recherche pour essayer de réfléchir à la façon dont les énergies renouvelables pourraient être associées à cette forme de consommation énergétique. Il y a une autre start-up qui s'appelle WePower qui font des choses semblables, si j'ai bien compris. Il y a un autre exemple que je peux vous donner qui est Juliet, qui est un exemple d'un token énergie qui a été mis en œuvre à Amsterdam. C'est un peu comme les monnaies alternatives par exemple, la livre de Bristol, qui sont vraiment des monnaies locales qui permettent de développer un marché local. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire en lien avec la tokenisation de l'énergie et qui peut rassembler toutes les parties prenantes. Ça permet aussi d'assurer une plus grande cohésion sociale autour de ces questions. Alors, si vous avez des questions, gardez-les bien en tête. Une fois que nous aurons entendu chaque intervention, je reviendrai vers vous pour les questions. Alors, je passe à présent la parole à M. Hugh Morris, qui est directeur général de Chainsey. Alors, il va nous parler des systèmes d'échange de quotas d'émissions et des solutions blockchain pour opérationnaliser les marchés d'échange de quotas d'émissions. Il va parler du marché français principalement. Hugh, vous avez la parole. Merci. Bonjour, je suis absolument ravi d'être à Paris, une très très belle ville. Alors bien évidemment, c'est toujours très difficile à moi de venir du Royaume-Uni et essayer de parler de cohérence à la France. Alors évidemment, en tant que Britannique, je commence avec un peu de retard, mais je vais parler aujourd'hui de technologie. Alors, j'aimerais parler un petit peu des applications de technologie blockchain. Et nous n'allons évidemment pas rentrer dans les détails technologiques de la blockchain, mais je pourrais déjà dire que la technologie blockchain est un moyen d'améliorer les marchés d'échange de quotas d'émissions. Il y existe différents programmes d'échange de quotas d'émissions. Le plus grand, entre guillemets, est celui de l'Union européenne. Mais bien qu'il y ait un registre européen, c'est à chaque pays. Certains pays le font de manière centralisée, d'autres distribuée. Donc, c'est au pays de donner des certificats et c'est fait secteur par secteur. Il y a souvent un plafond défini par un gouvernement et secteur par secteur, les différents acteurs reçoivent des quotas ou des certificats, des autorisations d'émettre. Donc, soit ils en reçoivent assez, soit pas assez. S'ils n'en reçoivent pas assez, ils doivent réduire leurs émissions de CO2. Donc, pour l'instant, tout fonctionne très très bien. Mais j'aimerais à présent vous parler d'un mois, du mois de janvier à Prague. Il faisait très très froid. Et un directeur de l'organisation OTE, donc l'entreprise qui est chargée de distribuer les certificats pour la République tchèque. Donc ils ont reçu une alerte à la bombe et le bâtiment a été évacué. La police s'est rendue dans le bâtiment et a vérifié que tout était correct, que tout était bon. Dans la police, il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec la police, mais ces personnes sont rentrées dans les bureaux de ce bâtiment et ils ont vu des documents ouverts. Ils ont supprimé plusieurs millions d'euros d'émissions ou d'autorisation de quotas d'émissions. Alors, le lendemain, cela a été vu. Les détenteurs des certificats ont demandé où sont mes certificats. Ils ont disparu. Donc, on voit que ce programme, à travers le monde, en particulier dans un nombreux pays de l'Union européenne, en particulier dans le sud et l'est de l'Union européenne, est mal géré. Que ce soit un système d'échange, un système de certificats, un système de registre, etc. Peu importe le système, il y a une application évidente de technologie blockchain. Et comme je vous l'ai dit, il y a un registre européen, mais ce registre n'a
pas de processus indépendant. Il ne fait que recevoir les informations des régimes nationaux. Alors, si nous souhaitons nous lancer dans ce genre de grande initiative qui consiste à utiliser les forces du marché pour apporter des retombées positives à l'environnement, je suggère à toutes les parties prenantes de considérer la blockchain. La blockchain est sûre par nature. Elle est immuable, elle n'est pas facilement piratable, et donc la blockchain peut être appliquée à ce domaine. En termes de consommation d'énergie, le Bitcoin est vraiment la crème de la crème. Dans mon entreprise, nous avons célébré le 21e anniversaire de la blockchain. Nous avons créé notre système en 98. Nous faisons des milliers de milliards de transactions par jour. Et après cette session, je pourrai vous expliquer exactement comment notre système fonctionne. Donc, ce sont ces applications très rapides de blockchain qui sont les plus adaptées à ces initiatives environnementales. Merci. Merci Hugh. Une petite question. Alors, on peut dire que certains programmes d'échange de quotas d'émissions sont couronnés de succès, mais j'aimerais vous demander un petit peu ce qu'il en est des applications de la blockchain à l'échelle internationale. Il y a des registres pour les émissions de carbone, par exemple l'UNCCC. Est-ce qu'il serait possible d'opérationnaliser la manière dont les quotas d'émissions sont échangés? Dès qu'il y a un registre c'est tout simplement une liste d'entrées qui contiennent des informations que vous cherchez ensuite à retrouver. Eh bien, dès qu'il y a ce système, la blockchain peut être appliquée. Et une chose est sûre, c'est que plus il y a de participants, plus il y a d'acteurs qui participent, qui contribuent, qui souhaitent avoir accès à ces informations, plus il est utile d'avoir la blockchain qui est neutre et indépendante, ou qui est potentiellement neutre et indépendante. La blockchain est donc très très utile et c'est une solution tout à fait attrayante. On peut penser à des exemples. Souvent on dit que la blockchain est une solution à un problème, une solution désespérée à un problème. Mais quand on a besoin de transmission, d'accès, d'écriture sûre, eh bien, la blockchain est un très bon candidat, une très très bonne solution potentielle. Je vais à présent donner la parole à notre dernière intervenante, Madame Marianne Haar, qui est directrice de l'Alliance Finance Numérique Durable. Marianne va nous parler de certains exemples, des cas d'usage, des applications, pour encourager la biodiversité et la protection de l'environnement par les gouvernements. Marianne, vous avez la parole. Merci. Alors, pour vous parler un petit peu de l'Alliance Finance Numérique Durable, nous sommes une organisation à but non lucratif de Suède. Nous avons un partenariat avec le programme de l'environnement des Nations Unies. Notre mission consiste à utiliser les fintech, donc pas uniquement la blockchain, pour verdir la finance, donc pour respecter l'accord de Paris, entre guillemets. Dans leur il y a une application qui a mobilisé des millions en Chine, il y a une application qui a mobilisé des millions de Chinois qui se sont mis à planter des arbres. C'était une source d'inspiration pour nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biodiversité et de la blockchain au service de la finance de la biodiversité. C'est un espace beaucoup moins mature que les applications de la blockchain dans les énergies renouvelables. Nous n'avons pas le même cadre juridique. Nous allons avoir un nouvel accord pour la nature l'année prochaine. Et ce marché est donc en mutation, en transformation, est en train de grandir. Mais on peut penser aux investissements dans les obligations vertes. Il n'y a que 5 à 10% de ces investissements qui vont vers la nature. Et ce ne sont pas des obligations basées sur la blockchain et donc ils ne prennent pas de forme numérique. Notre financement de la protection de l'environnement est totalement brisé. Il y a beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas. On voit bien l'Amazone qui est en feu aujourd'hui. Et nous avons des objectifs en termes de biodiversité aux Nations Unies et ce sont des objectifs que nous sommes loin d'avoir atteints. Donc au cœur de la gouvernance, il y a un manque de confiance, de visibilité. Il y a beaucoup d'actifs qui ne sont pas transférés aussi bien qu'ils devraient l'être. Il y a également
des problèmes de gouvernement, c'est-à-dire on encourage les gens à ne pas participer à la déforestation de l'Amazone, mais on ne les encourage pas à protéger l'Amazone, entre guillemets. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes de gouvernement. À présent, voyons comment la blockchain peut s'appliquer à notre protection, à la protection de la biodiversité. Une des politiques, une des instruments politiques très connus, c'est l'arbitrage pour la biodiversité, c'est-à-dire que si vous construisez un hôtel, une chaîne hôtelière à un endroit, vous retirez tant de pourcents de biodiversité, vous devez compenser en finançant quelqu'un qui ajoute de la biodiversité autre part. L'OCDE a beaucoup travaillé sur ce genre de système, ce qui fait que ces systèmes fonctionnent. La blockchain peut réellement contribuer au succès de ces programmes. Il y a un besoin de reporting, de vérification, des compensations. On voit donc la partie traçabilité. Et évidemment, la blockchain devra travailler avec des technologies parallèles, par exemple des technologies de capteurs à distance. Et cela nécessitera également une exploitation des données. Récemment, il y a à peine quelques mois, nous avons vu que la Commonwealth Bank of Australia a lancé des biotokens. C'est exactement c'est une numérisation des compensations pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'on relie les vendeurs et les acheteurs. L'idée de la CBA consiste à dire qu'à un moment donné, vous pouvez investir votre épargne dans un actif biodiversité et cela permet d'avoir plus de financement dans ce domaine. Voilà le premier pilote que nous avons observé, mais cela nous a aidé à faire avancer notre réflexion et c'est la raison pour laquelle cela pourrait être appliqué dans différentes juridictions. Autre exemple, autre cas d'usage intéressant dont j'aimerais vous parler, c'est la banque de code. Alors, une fois de plus, on change de paradigme en termes de protection de la biodiversité. On peut encourager la protection de la biodiversité, mais en général, on s'est concentré sur la protection. Alors, la banque de code est en train de transformer le paradigme. Il cherche à identifier. Alors, ils commencent par l'Amazone et ils disent on va déjà cartographier tout l'ADN de la biodiversité dans l'Amazone et on va l'ajouter à la blockchain, donc une banque de code. C'est quelque chose qui pourrait être ouvert pour des utilisations commerciales ou scientifiques. Et les personnes qui vont utiliser ce code vont payer avec un token afin de pouvoir suivre les transferts de connaissances. On voit qui utilise tel ADN, etc. Et cela peut être retracé jusqu'à l'origine de l'ADN, donc jusqu'à la communauté locale, une communauté locale qui va pouvoir recevoir les retombées financières de cette utilisation du code. Donc c'est une nouvelle application de la blockchain. Cela permet de réellement transformer le paradigme du financement de la protection de la biodiversité. Bien évidemment, les décideurs politiques ont un rôle à jouer. Pour la question de l'Amazone, cela nécessite par exemple une collaboration entre différentes juridictions et cela nécessite d'avoir une plateforme basée sur la blockchain qui peut être utilisée par différentes juridictions. Et bien évidemment, il y a des coûts d'installation assez élevés pour, par exemple, cartographier tout l'ADN, mais cela pourrait ouvrir vers une nouvelle économie et ouvrir à une nouvelle façon de financer la protection de la biodiversité. Merci, Marianne. Vous avez parlé d'un point intéressant, la mobilisation des consommateurs et une transformation des comportements. Vous nous avez parlé de l'exemple de l'Australie. Est-ce que vous pouvez nous dire si les consommateurs se sont appropriés ces technologies? Comment ont-ils réagi? Eh bien, la blockchain est très forte grâce à la blockchain, on peut réellement récompenser les bons comportements. Alors, ce n'est pas un espace trop surpeuplé, disons, mais parfois, nous avons vu certaines innovations, des innovations qui ont permis d'encourager les bons comportements. Par exemple, si vous plantez un arbre dans votre jardin, vous recevez un token,
Et la CBA, aujourd'hui, ne fait que associer ou relier les acheteurs ou mettre en contact les acheteurs et les vendeurs. Alors, tout le monde n'a pas forcément accès à cette institution. On ne peut pas toujours avoir accès aux tokens, mais avec la forêt vierge, où il y a 500 millions de personnes plantent des arbres afin de réduire leur empreinte carbone. Alors, ce n'est pas basé sur la blockchain, mais la blockchain pourrait intervenir, pourrait être mise en application dans ce domaine. Nous pourrions tout à fait avoir des politiques comportementales sur la biodiversité. Pourquoi ne pas avoir un système traditionnel d'imposition? Nous pourrions avoir des crédits environnementaux chaque année, on pourrait les utiliser, les échanger avec nos voisins, par exemple les voisins qui prennent des douches plus courtes que nous, ou si on plante un arbre, par exemple, en Chine, la Constitution impose à chaque citoyen de planter tant d'arbres par an. On pourrait reproduire ce système. Personnellement, je ne peux pas planter 3 arbres parce que je vis en centre-ville, mais Alistair qui vit à la campagne pourrait en planter 6 et donc je pourrais le payer ou lui acheter un token qu'il a obtenu grâce à la plantation de ces 3 arbres. Il y a des politiques qui existent et les décideurs politiques peuvent contribuer à l'innovation, peuvent trouver de nouvelles manières d'investir et d'encourager les bons comportements pour protéger la biodiversité. Une question supplémentaire. Donc il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques dans un nouveau marché, des risques associés à différentes choses. Est-ce que vous pouvez nous parler des risques qui sont liés à l'application de la blockchain dans ce domaine? Alors, c'est un domaine assez sensible. En effet, il y a certaines personnes qui vont être contre cette commodisation de la nature. Toutefois, c'est quelque chose qui existe déjà. Cela pourrait être un obstacle. Et si on pense aux politiques comportementales, entre guillemets, eh bien, je pense qu'il faudrait également discuter de ce sujet dans les pays afin de parler de l'éthique des données, parler un petit peu de ce que nous souhaitons accomplir. En particulier dans la blockchain. Avec la blockchain, c'est ouvert à toutes les transactions, tout est ouvert, tout est public. Est-ce que nous souhaitons avoir une blockchain totalement ouverte dans ce domaine? Est-ce que ces plateformes vont être dirigées par le secteur public, le secteur privé? Est-ce que cela va être des plateformes privées et publiques à la fois? La biodiversité n'a pas de frontières et donc il va falloir une sorte de coopération internationale. Il va falloir tester certains programmes dans plusieurs régions. On ne peut pas tester quelque chose au niveau de l'Union européenne. Cela tuerait le projet dans l'œuf. Mais donc il faudra un modèle réplicable à plus grande échelle. Merci beaucoup. Nous avons entendu les interventions de tous nos panélistes. Je vais à présent donner la parole à vous dans la salle si vous avez des questions ou des remarques. Pendant votre présentation, vous avez parlé beaucoup de Bitcoin, de minage, le minage qui coûte beaucoup d'énergie. Mais on pourrait penser à l'environnement. Parce qu'après tout, après 8 ans, on voit que le Bitcoin a une forte empreinte environnementale. Là, on pourrait penser à la blockchain en tant que technologie. La blockchain nous donne beaucoup d'opportunités, nous permet réellement d'améliorer la confiance et d'utiliser des crypto-monnaies, mais surtout cela permet d'améliorer la transparence. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous de la transparence? On parle de l'environnement, mais le problème principal avec le big data, c'est que l'Union européenne a Copernic pour l'environnement, c'est le big data pour l'environnement, pour évaluer différentes choses. Nous savons que pour certains événements spéciaux comme la gestion de catastrophes en Amérique du Sud, il existe ce genre de système. Mais au niveau politique, que se passe-t-il? Comment utiliser la blockchain au niveau politique pour améliorer la transparence? Après tout, la blockchain nous donne la chance d'intégrer différentes bases de données
sans avoir à vendre toutes les données. Mais cela nous permet d'avoir des initiatives mondiales et d'améliorer et d'utiliser toutes les données avec de la transparence. Merci pour votre question. Alors tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de clarifier ce que l'on entend par blockchain. Évidemment, il existe différents systèmes de registres partagés, de technologie de registre distribué. Donc la blockchain, c'est une technologie de registre distribué. Alors très souvent, ce que l'on voit dans les applications gouvernementales, c'est que les gouvernements dépendent ou s'appuient sur un certain type de blockchain. Il faut ensuite voir la configuration du réseau. Il faut voir qui a accès à la blockchain. Dans ce type de système, vous avez généralement un opérateur de réseau qui va offrir l'accès à la blockchain et qui va définir les droits et qui va dire qui peut consulter les données de la blockchain. Donc, avant de commencer à dire que la blockchain peut être une solution pour la transparence, il faut déjà comprendre qui peut avoir accès à cette information, quel type de technologie va être utilisée. La blockchain nous permet de repenser les infrastructures de données, les repenser d'une certaine manière. Nous pouvons encourager les fournisseurs de données à entretenir et maintenir ces données afin que ce soit plus rentable, que cela coûte moins cher. On peut penser aux impacts de la biodiversité, les impacts environnementaux des entreprises. On peut y penser de manière décentralisée, c'est-à-dire que toutes les entreprises, chaque entreprise en Europe pourrait avoir un portefeuille de données sur la biodiversité cela leur apportera de la valeur car ils peuvent les utiliser pour leurs investisseurs et le secteur public peut avoir accès à cette blockchain. Vous pouvez avoir accès à ces données, mais vous respectez la propriété de ce portefeuille de données. Donc, les personnes au plus bas niveau, les personnes qui ont réellement fourni les données, peuvent monétiser ces données. Je pense que c'est quelque chose qui je pense que ce serait une approche intéressante. Alors, il faut repenser la structure des données, comme Marianne l'a justement dit, mais il faut également prendre en considération les barrières réglementaires existantes, des grandes barrières réglementaires qui empêchent les gouvernements à libéraliser ou à démocratiser les bases de données. Nous avons des programmes de recherche dans notre institut et nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que on a vu qu'il y avait eu des vols de quotas d'émissions à Prague, comme cela a été dit. Il y a eu différents exemples, différents incidents tels que ceci. Bien que les entreprises victimes aient porté plainte auprès des tribunaux belges, il a été nécessaire de dévoiler certaines choses afin de savoir où avaient été volées les données, mais cela n'a pas été possible. Il y a une directive de la Commission européenne qui a empêché de divulguer ces informations. Donc, les données sur le registre ne seront pas ouvertes à moins que les autorités aient besoin d'y avoir accès. Si nous souhaitons maximiser l'impact ou la valeur de la blockchain pour supprimer les doubles comptes ou les cybervols de crédit, les vols de crédit de tokens d'énergie, nous devons convaincre nos ministres de se réunir et d'intégrer une base de données ouverte afin que la blockchain ou d'autres applications d'IA puissent scanner les transactions sur une plateforme ouverte. Sinon, la blockchain ne sera qu'une technologie qui viendra renforcer les handicaps. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, vous pouvez appuyer sur votre micro. Alors, une question un petit peu
provocante. Je ne sais pas si vous avez déjà installé MetaMask sur votre navigateur et essayé de l'utiliser. Oui, il y en a quelques-uns. Mais pour moi, il est très difficile pour des personnes d'utiliser le blockchain à cause de la gestion. La gestion de la blockchain pose souvent un problème. Au début du Bitcoin, il y avait énormément de fraude, beaucoup de vols, car les gens ne savaient pas gérer leurs clés. Ils confiaient leurs clés à une partie tiers. Je ne pense pas que ces problèmes continueront, que ces problèmes disparaîtront de toute manière. Le grand défi consiste à trouver une base facile à utiliser, une plateforme facile à utiliser qui permet à tous les utilisateurs de gérer leurs clés. Donc, pour que tout le monde puisse gérer sa propre clé au lieu d'avoir à la confier à une partie tierce de confiance ou non. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le problème principal aujourd'hui, c'est l'interface carbone basée sur le carbone. C'est ça le problème. Et il n'y a rien qu'on puisse faire à ce niveau. L'élément carbone de cette chaîne est là et va rester. Et c'est un problème. En effet, ces clés ne se retiennent pas par cœur. Dès que vous commencez à les écrire quelque part, eh bien, vous pouvez être piraté et on peut vous voler votre clé. Et si vous perdez la clé, vous ne pouvez pas la retrouver. Vous devez recommencer. Et je pense que la blockchain fonctionne très très bien en tant que telle, mais c'est l'écosystème technologique dont on a besoin autour de la blockchain qui pose problème. Et le problème ne fait que se complexifier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, un petit commentaire sur ce point. La gestion des clés, c'est essentiel. Nous voyons beaucoup de prestataires qui essaient de développer des solutions qui permettent de faciliter la gestion des clés. Par exemple, la Casa, qui va aider les utilisateurs à contrôler leurs propres clés privées. Mais oui, il reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de problèmes qui doivent être réglés à ce sujet. Une question au fond de la salle? J'ai une question pour Madame Mariam Har. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais je me demandais pourquoi la blockchain était la meilleure solution pour encourager le changement de comportement. Je comprends bien l'idée sous-jacente, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on utilise le même modèle que les miles. J'ai du mal à comprendre comment la blockchain ou quel type de problème la blockchain pourrait résoudre. Est-ce que vous pensez est-ce que vous parlez de l'exemple de CBA ou un autre problème? En général, ok. Alors, dans ce domaine, avec la blockchain, on peut tokeniser les comportements et on peut récompenser les bons comportements. Si c'est dans le secteur public, si c'est un système de récompense géré par le secteur public, où on peut avoir un compte carbone annuel, par exemple, dans ce cas, il est possible de mesurer combien vous utilisez votre voiture, combien vous utilisez votre vélo, etc. Et sur la base de ces données, vous pouvez ensuite utiliser un token pour envoyer ces informations au gouvernement qui supervise cette situation et vous pouvez recevoir une récompense. Ça peut être une réduction d'impôts ou autre chose. Donc la blockchain est très bonne pour redistribuer la valeur. Vous pouvez donc avoir cette récompense directement sur votre compte, envoyée sur votre compte. C'est un système par distribution qui vous permet de recevoir cette récompense directement. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup ou quelques innovations en termes de tokenisation des comportements qui permettent d'encourager les bons comportements pour avoir moins d'émissions de carbone ou pour mieux respecter la biodiversité. Donc cela permet d'avoir un nouveau système de récompense, donc avec la blockchain, qui se base sur les comportements, que ce soit planter un arbre ou prendre son vélo plutôt que sa voiture. Et c'est quelque chose que vous pouvez, qui peut être géré de manière autonome. Mais bien évidemment,
Bon, il existe beaucoup de systèmes de récompenses qui ne sont pas basés sur la blockchain, les miles, les programmes de fidélité, etc. Mais avec la blockchain, on peut passer à la prochaine étape qui consistera à avoir des plateformes blockchain, des sortes de marchés sur la blockchain où vous pouvez échanger vos tokens environnementaux. Ce sont des crédits que vous pouvez échanger avec d'autres personnes. Donc, nous n'en sommes pas encore là, mais ce serait une étape à venir. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est possible de modifier les comportements sans utiliser la technologie blockchain. Great, thank you. Merci beaucoup. Ne soyez pas timide au fond de la salle. Vous pouvez, si vous êtes sur les chaises plus loin des tables, vous pouvez vous rapprocher d'un micro pour poser vos questions. S'il y a d'autres questions, oui. Nous voyons tous que les crypto-monnaies sont difficilement réglementables, disons. La réglementation des crypto-monnaies, ce n'est pas réellement la meilleure solution. Ça pourrait être utile, il pourrait être utile d'avoir des programmes d'encouragement, d'incitation, afin d'établir des critères. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a une solution qui est durable, donc qui n'utilise pas la preuve de travail ou un système, un mécanisme qui utilise beaucoup d'énergie. Donc on pourrait encourager les systèmes, les mécanismes qui sont respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qui n'utiliseraient pas, par exemple, la preuve de travail. Est-ce que ça fonctionnerait? Alors, avant d'aborder les questions réglementaires, il faut savoir qu'il y a un malentendu. On pense que tout ce qui est lié au mining contribue à un gaspillage d'énergie. Mais en fait, c'est dissuasif parce que déjà, ça permet de protéger le système. Donc, nous avons besoin de ces fonctionnalités pour éviter les attaques. Et après, il faut savoir aussi que c'est Proof of Work Mining, permet de construire des blocs nouveaux en permanence. Donc, la question à se poser, c'est comment sécuriser le système. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Et très souvent, la solution est centralisée. Bon, ça va à l'encontre même de la technologie de blockchain. Donc, je pense qu'il faut relier cette question à la question de sécurité du réseau. Et puis, évidemment, il faut savoir quel système vous voulez réglementer. Et donc, nous avons fait donc une étude de la réglementation qui existe et nous avons pu constater qu'il y a un manque de terminologie normalisée. Nous n'avons pas de définition claire de ce qu'on appelle les cryptoactifs. Donc, il y a beaucoup de réglementations à posteriori, juste pour inclure les activités de crypto-monnaie. Et donc, je pense que la question de la durabilité serait effectivement la question suivante à adresser. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais l'avantage des forums comme celui-ci, c'est de rassembler tous les acteurs de l'industrie pour déterminer, pour élaborer les réglementations. On peut dire que le crypto mining peut se faire que, par exemple, en utilisant les énergies renouvelables. Peut-être récompenser plus les efforts en la matière. Donc, ce qui est important, surtout, c'est d'avoir des échanges sur ces sujets, quel que soit le niveau, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer et pour qu'on puisse éviter d'avoir plus de blockchain avec preuve du travail, parce que plus on réduit notre empreinte carbone, mieux c'est. Alors, il y a aussi des choses que les membres de l'OCDE peuvent faire, y compris une approche complètement novatrice en matière de réglementation qui
impliquerait d'autres acteurs, de nouveaux acteurs juridiques dans les lois financières et bancaires. Et ce sont les établissements financiers qui supportent le fardeau de la réglementation. Mais lorsqu'il s'agit des crypto-monnaies, il faut prendre en compte les personnes qui sont responsables du codage de ces systèmes pour qui participent à l'élaboration de la réglementation future de ce domaine. Parce que ce sont ces personnes qui ont une vraie influence sur une opération fluide de ce système crypto-financier de l'avenir. Donc je pense qu'il faut prendre en compte et en considération ce que ces autres acteurs ont à dire également. Une autre idée serait également de faire en sorte que la réglementation ou le rôle du régulateur se concentre sur la chaîne dans son ensemble. Donc, si on regarde les flux de données sur une chaîne de blockchain, et ça ressemble un petit peu à un véhicule sur l'autoroute. Et la façon dont les régulateurs peuvent contrôler, les régulateurs peuvent contrôler un passage extrêmement rapide des données sur cette autoroute. C'est un réseau déjà quasi judiciaire. Donc, à l'avenir, les décideurs doivent savoir quelles sont les données qui sont entrées dans le système et dans quel format. C'est ça qui est important. Alors, donc, notre service est un service qui est utilisé par des applications multiples. Alors, chaque bloc est écrit avec des dizaines d'applications. Donc, quand on touche au bloc, on touche à différentes applications. Peut-être qu'on peut utiliser les blockchains en mode utility, c'est-à-dire pour l'ensemble du service, plutôt que d'avoir un bloc pour une application. Bon, mais alors qui va mettre le bloc suivant et valider la transaction? Eh bien, ça dépend des applications qui sont intégrées dans la blockchain et nous inscrivons ce qui arrive. Et au moment où ça arrive, c'est sécurisé. Donc, on ne peut pas manipuler. Pas facilement, en tout cas, parce qu'il y a tellement de différentes applications qui contribuent à chaque bloc physique que c'est difficile de manipuler cela. Très bien, je suis ouverte à toute discussion sur ce sujet, dit Madame Apolline. Autre question? Bonjour, je travaille au Green Finance Center ici à l'OCDE. C'est une session très intéressante. Une question pour Hugh. Donc, étant donné qu'il y a eu ces cas de fraude et il y a des applications potentielles de la blockchain, je voudrais savoir si le CA a manifesté un intérêt quelconque pour voir si on peut faire quelque chose pour avancer. Je ne sais pas si vous avez constaté un intérêt quelconque pour ce travail pour lutter contre la fraude. Alors moi, je appartiens à la direction de l'environnement et à ma connaissance, les fraudes n'ont pas sapé la confiance dans les systèmes nationaux de comptabilité. Et la façon de réduire les émissions du point de vue économique, c'est justement les échanges de quotas. Alors, ensuite, pour tous les panélistes d'ailleurs, vous n'avez pas parlé de comment on peut compenser les marchés de carbone. Vous avez parlé de comment compenser la perte de biodiversité, mais pas en ce qui concerne le carbone. Il y a un marché volontaire de compensation du carbone et je me demande si les applications de la blockchain pourraient améliorer la confiance dans ce marché. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis
sur cette question. Alors, première question. Moi, je n'ai pas constaté un intérêt quelconque, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau national, parce qu'on ne réfléchit pas tellement à ces questions. Ils ont juste dit la gestion des clés est trop compliquée et on ne va pas le faire pour cette raison. Donc, je pense qu'il faut vraiment creuser la question. Et j'inciterai d'ailleurs les gouvernements et les pouvoirs publics à s'y intéresser. Nous sommes juste un registre, on ne peut pas vraiment faire grand-chose à notre niveau, mais c'est vrai qu'il y a aussi des régions où la fraude est plus importante et d'autres où la fraude est moins importante. Il faut prendre cela en compte également. Oui, je suis d'accord. Les mêmes principes s'appliquent au carbone qu'à la biodiversité. Ça augmente la traçabilité du côté de l'offre et du côté de la demande. Donc, votre bureau de surveillance peut envoyer une note et ainsi la transparence peut augmenter. Et tout comme avec le marché de la biodiversité, la compensation de la biodiversité, nous pouvons faire la même chose du côté du carbone, qui est d'ailleurs un marché assez mature maintenant. Les entreprises de télécommunications, nous avons les données nécessaires pour évaluer notre empreinte carbone. Donc nous pouvons le faire également pour d'autres entités à un niveau inférieur. Je pense que l'application, ça peut être une application très intéressante de la technologie de blockchain. Alors, vous avez dit quelque chose que je voulais également évoquer. Nous avons parlé de beaucoup de choses, des actions dont nous avons besoin, mais pour revenir aux données, nous avons parlé de toutes les données qui sont contrôlées par les entités publiques, mais il y a également beaucoup de données sur la mobilité, sur les télécommunications, sur les services publics qui sont contrôlées également par les entités privées. Et pour conclure, d'après vous, là je m'adresse aux panélistes, d'après vous, que doit faire l'OCDE, que doivent faire les différents pouvoirs publics pour mobiliser toutes ces informations et peut-être également envisager de créer des partenariats tout en tenant compte évidemment des lois qui existent en ce qui concerne la protection des données et autres. Alors, je ne sais pas si l'initiative doit venir de l'OCDE ou de l'industrie. Je pense qu'il faut plus de transparence du côté de l'industrie et ensuite, il faut rassembler toutes ces données et les normaliser. Il y a des initiatives qui ont lieu déjà dans les associations et les fédérations de différentes industries. Je pense que ce serait un bon point de départ. Je pense qu'Apolline a tout à fait raison. Ça, c'est quelque chose à traiter à tous les niveaux, au niveau infranational, national, au niveau de l'industrie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est un petit peu difficile de tout rassembler à un point donné. La solution parfaite n'existe pas, en tout cas pas dès le départ. Vous voyez que le système d'échange des quotas de carbone n'est pas parfait non plus. Donc tout est encore perfectible. Et je pense qu'il y a ici beaucoup de possibilités de coopération internationale. On peut avancer peu à peu. Oui, effectivement. Une des possibilités de collaboration au niveau de l'OCDE serait peut-être une coopération transfrontalière judiciaire pour étudier les questions juridiques qui entourent ces questions. Pour que ce soit l'industrie ou pour ce qui est la gouvernance, l'idée serait d'augmenter la robustesse du système. Et peut-être que les résultats, parfois, ne sont pas les résultats escomptés, pas toujours en tout cas, parce qu'il y a toujours des choses inattendues, des éléments différents, nouveaux,
qu'il faut gérer et qui ne sont pas encadrés par les lois existantes, en tout cas pas par les lois des contrats. Donc, pour des pays de l'OCDE, ce serait peut-être utile d'adapter les solutions juridiques actuelles à ce nouvel environnement de contrats intelligents et ainsi peut-être que nous aurons un environnement propice pour davantage d'innovation dans le domaine de la blockchain. Bon, les données, par définition, sont très compliquées, complexes, et donc il y a donc la nature, par définition, qui est complexe, et la technologie de la blockchain est complexe également. Et c'est pour cela que ça freine un peu le développement de la blockchain dans le domaine, par exemple, de la biodiversité ou l'environnement. L'OCDE peut regarder quels sont les ensembles de données qui existent dans le domaine de la biodiversité pour qu'on puisse en profiter. Et puis, après, peut-être qu'on peut saisir toutes ces données dans un registre. Donc ça, c'est la partie de la biodiversité sur laquelle nous pouvons également commencer des projets pilotes qui peuvent être très utiles pour de nombreux pays. Nous pouvons également étudier la possibilité de paiement pour les services environnementaux et regarder si la blockchain est prête à accueillir toutes ces différentes solutions et peut-être qu'une coopération transfrontalière également dans ce domaine serait utile. Merci beaucoup de vos remarques. Y a-t-il quelques dernières remarques du public? Si tel n'est pas le cas, je vais juste vous livrer quelques conclusions. D'abord, je voudrais remercier les panélistes pour la réflexion et leurs idées. Et je voudrais également dire que ça, c'est la première journée d'un forum qui va se dérouler sur 2 jours. Il y aura également d'autres sessions qui vont évoquer le développement durable et la blockchain. En particulier demain, nous avons une session sur l'investissement dans les infrastructures durables par la blockchain. Et il y a de nouveaux rapports qui vont être lancés également. Donc, il y a différentes sessions demain qui sont liées à celle-ci. Donc, je vous propose d'y participer activement. Je voulais également citer quelques rendez-vous à l'OCDE cet automne avec le centre de l'OCDE sur l'investissement vert. Il y a un forum sur l'investissement vert le 29 et 30 octobre ici à Paris et je vous incite à y participer également. C'est un événement qui va se concentrer plutôt sur comment aligner le financement et l'investissement avec les priorités environnementales. Et il y a la direction à la fois de la finance et de l'environnement de l'OCDE qui participeront à cet événement. Donc, j'espère que vous y participerez également. Et sur ce, je vous remercie.